l'amour secret de Poutine. C'est l'enquête sur la maîtresse de Poutine. On dit que c'est la femme la plus puissante de Russie. C'est aux éditions Artaud. Et j'ajoute que vous avez vécu plusieurs années en Russie, que vous parlez russe. Oui. Céline Lani. Et donc, vous avez pu observer ça de très près. Et vous signez une autobiographie passionnante sur cette jeune fille au destin hors norme, passée des podiums de la GRS à la Douma. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette trajectoire digne d'un film presque ? Oui, c'est un véritable roman, la vie d'Alina Kabaeva. À la base, c'est une petite fille d'anciens sportifs, vivant. Elle est née et elle a vécu pendant très longtemps à Tachkent. Elle devient l'idole à la fois du pays et du sport qu'elle pratique, la gymnastique rythmique. Elle a un nombre de médailles incroyables. Elle est championne olympique en 2004. Comme beaucoup d'anciens sportifs russes, volonté venue de Vladimir Poutine, elle intègre la Douma en 2007. Elle quitte la Douma en 2014. Dans l'intervalle, il s'est passé quelque chose. Donc elle s'est fait élire députée. Elle a été élue députée pour la République du Tatarstan, dont est originaire sa famille, son père en l'occurrence. Et effectivement, oui, dans l'intervalle, pendant son mandat, il y a cette révélation d'une présumée idylle avec Vladimir Poutine en 2008. Et d'ailleurs, on a les premières images de leur entrevue où on les voit effectivement se sourire. Elle déborde, un sourire jusqu'au bout des lèvres. Le président Poutine a l'air complètement sous le charme. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu ces images ? Alors effectivement, la première rencontre entre Alina et Vladimir Poutine, là, on les voit tous les deux. Elle est très facile. C'est 2001. C'est une réception officielle après les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Comme après chaque Jeux Olympiques, le Kremlin accueille et remet des médailles à tous les médaillés olympiques de la délégation. La première rencontre, elle a lieu là. Il y en a beaucoup d'autres derrière. Donc de manière officielle. Là, on a une rencontre qui fait pchit. Non, je crois pas. Non, elle est très jeune à l'époque, elle a 18 ans. Non, je pense que l'idylle date de beaucoup plus tard. J'aurais tendance à la dater de la fin de carrière d'Alina Kabaeva en 2007. Et là, on a l'une des dernières images officielles des deux, décembre 2007, lors de championnats nationaux auxquels elle ne participe pas et où elle est effectivement en tribune avec Vladimir Poutine. Et là, on sent la complicité entre les deux. Et c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur cette idylle parce que Vladimir Poutine est tout à fait discret. Et pourtant, en 2014, on a retrouvé une petite vidéo où, pour la première fois, Vladimir Poutine sort de sa réserve. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Un ami européen, un grand dirigeant, m'a demandé l'année dernière « Écoute, es-tu amoureux ?» Je lui demande « C'est-à-dire ?» Il me répond « Est-ce que tu aimes quelqu'un ?» Je lui réponds « Oui. » « Et tu aimais en retour ?» « Oui. » C'est un vrai coming out pour Vladimir Poutine. C'est un vrai coming out, mais en même temps, ils ont toujours nié cette relation. Quand elle a été pour la première fois révélée dans un journal en 2008, il a fallu moins de 3 mois pour que le journal soit fermé. En revanche, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il est marié et que l'annonce du divorce ne se fait qu'en 2013. Mais depuis le divorce, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas officialisé ? J'aurais tendance à expliquer ça par la volonté de Vladimir Poutine de toujours séquencer sa vie. Il a toujours dit que la présence d'une femme était une manière de brouiller le message politique. Lui, quand il était marié, sa femme a effectué très peu de visites officielles. Elle était déjà elle-même dans l'ombre. Et effectivement, il y a aussi un autre aspect, me semble-t-il, très important, qui est que Vladimir Poutine a toujours voulu incarner le pays, incarner même physiquement le pays, et c'est toujours à coquiner avec l'Église orthodoxe. Or, une maîtresse, éventuellement des enfants illégitimes, une jeune femme qui vit dans le luxe, ça colle assez mal avec son image de sauveur de la patrie et des valeurs morales du pays. Vous êtes vous-même, pardon Xavier, vous êtes vous-même ancienne gymnaste et vous l'avez côtoyée. Alors vous parlez d'une femme dans votre livre solaire, charismatique, c'est vrai, très ambitieuse aussi.
Oui, très ambitieuse. Alors, très honnêtement, à l'époque où je la côtoyais, bon, moi je suis une ancienne gymnaste, mais c'était dans une autre vie. Alina Kabayeva, je l'ai côtoyée dans le cadre de mon métier. J'ai suivi toute sa carrière. Et oui, c'est une jeune femme absolument lumineuse et solaire, très agréable, très facile d'accès, du moins à cette période-là. Ambitieuse, oui. Mais à l'époque, c'était une ambition purement sportive. Ses autres ambitions pour la vie future, c'était de devenir éventuellement actrice à Hollywood et d'avoir des enfants. C'est pas tout à fait le parcours qu'elle a emprunté. Destin, oui. Avoir des enfants, peut-être. On pense qu'ils ont plusieurs enfants. Alors, on sait qu'elle en a, notamment parce qu'en 2019, on a un cliché qui laisse assez peu de doutes. On la voit sur une estrade dans une réception officielle avec une robe rouge qui effectivement ne laisse pas planer de doute. Elle était très très enceinte à ce moment-là. Mais c'est un tabou. De toute manière, Mais pas Alina, forcément qui est le père. On ne sait pas forcément de manière officielle. vous pouvez le dire pour stricte. n'importe quel enfant qui est le père. Oui, éventuellement. Mais là, encore plus. Exactement. Non, encore plus. Évidemment, la seule chose, c'est qu'effectivement, on constate quand même aujourd'hui qu'elle vit dans une résidence présidentielle, qu'une maison lui a été construite dans une résidence présidentielle, avec une aire de jeu à l'extérieur. Bon, Elle est une star ou pas en Russie? Est-ce qu'elle est populaire, cette femme? elle l'a été. Ça a été une véritable icône en Russie. C'était une jeune femme qui faisait toutes les couvertures de magazines. Une Et même des chanson a été couvertures un peu criée. dénudées. Ah oui, quand même. Ah oui, Celle oui, de il y a droite, tout eu. oui. Oui, ça c'était pendant sa carrière. Ça, vous pensez c'est juste après la fin de sa carrière. Enfin, pas la fin de sa carrière, mais c'est juste après son titre olympique, après 2004. Ouais. Où là, Et donc là, effectivement, elle est une star. c'était une star absolue dans ce pays. Parce qu'elle incarne tout ce que les gens voudraient pour leur enfant, pour leur fille. Elle est belle, elle réussit, elle est travailleuse. Il y a vraiment... Oui, elle représente beaucoup de ce que les gens, les Russes, voudraient pour leur enfant. Mais elle est cachée maintenant. Bon, après cette période d'exposition médiatique, maintenant, est-ce que vous croyez que Poutine la confine? Alors, il est très clair qu'à partir de 2014, qui pour moi marque une année charnière dans son existence, c'est-à-dire que 2014, à la fois Vladimir Poutine divorce, il y a les Jeux Olympiques à Sotchi, et beaucoup pensent à ce moment-là que leur relation va être rendue officielle, ce qui n'est pas le cas. Elle est l'avant-dernière relayeuse, mais elle est justement pas en tribune officielle avec Vladimir Poutine. Et à partir de ce moment-là, elle bascule totalement dans l'ombre et le secret. Jusque-là, elle avait, par son mandat à la Douma, une forme de présence quand même, toujours. Et ça n'est plus le cas après Mais 2014. vous avez parlé de sa vie dans cette résidence présidentielle, donc c'est une sorte de quoi, de résidence surveillée, prison dorée? J'aurais tendance à le dire. Vladimir Poutine a plusieurs résidences présidentielles. Celle-ci, c'est celle qui se trouve à côté du lac Valdai, entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et là, effectivement, on a des preuves qu'elle y vit très régulièrement, mais on sait aussi qu'elle vit à Sotchi. Quand elle est à Sotchi, elle n'est pas dans la résidence présidentielle. Elle est dans un appartement de luxe, mais... Et ce qui est très intéressant, c'est que dans votre livre, vous montrez tous les liens entre les oligarques et le sport et comment tout ce monde s'entremêle. Et elle, aujourd'hui, est à la tête d'une grande fortune, d'un groupe de médias aussi. Et d'ailleurs, elle n'a pas hésité à prendre la parole dès le début de l'invasion en Ukraine pour montrer sa fidélité au Kremlin. Notre peuple a besoin du succès de nos médias, car le travail d'information dans les conditions dans lesquelles nous vivons et luttons pour notre pays, c'est comme une arme de guerre. C'est aussi important qu'une Kalachnikov. Et les correspondants de guerre le savent. Continuons le travail. Merci. Là, elle est dans la propagande. Enfin, Ouais. Totalement. C'est en ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est devenue l'une des femmes les plus puissantes du pays. C'est qu'effectivement, en prenant la tête de ce consortium, elle est la voix du pouvoir pro-Kremlin. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est aussi... elle est la voix, elle est peut-être le visage de cette holding.
mais elle met pas les mains dans le cambouis, quand même. Enfin, elle est sur liste rouge, là, par exemple. Elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas voyager, toute sa famille est... Alors, elle a été visée par les sanctions internationales. Les États-Unis ont mis un peu plus de temps que les autres parce que la proximité avec Vladimir Poutine les inquiétait. Mais effectivement, le gel des avoirs à l'étranger, l'interdiction de voyager dans certains pays, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis... avec elle, les femmes de sa famille. Je précise bien parce que le père est totalement exclu de tout ça. Mais sa sœur, sa mère et sa grand-mère qui bénéficient des largesses des oligarques parce que c'est pas elle. Elle n'a presque rien en fait, si ce n'est le salaire extravagant qu'elle touche pour son poste à la NMG. Sinon, rien ne lui appartient réellement. Ah, et Poutine demande aux oligarques de l'entretenir. Comme pour lui. Un grand frère. Exactement comme pour lui. Mais alors, il fait pas bon être trop près non plus, hein, Paola? Non, il y a une véritable loi du silence que vous décryptez très bien dans votre livre, et en témoigne la mort d'une gynécologue qui serait occupée de ses accouchements. Enfin, en tout cas... La femme est morte, c'est un drôle de coïncidence quand même. Alors la coïncidence est effectivement troublante parce que cette sage-femme qui est d'origine russe mais qui vivait en Suisse, on sait que le deuxième enfant d'Alina Kabaeva en 2015 est né dans une clinique suisse sur les recommandations de M. Berlusconi. On sait aussi, et c'est là que la coïncidence est troublante, que cette gynécologue était présente en 2019, donc juste avant l'accouchement d'Alina Kabaeva, à Moscou. Et on a appris son décès 4 jours après la diffusion sur Internet d'un reportage indépendant diffusé en Russie. On lui aurait fait payer. On lui aurait fait payer éventuellement. En tout cas, alors, elle serait morte 4 jours avant la diffusion. On n'a pas su quelles étaient les circonstances de sa mort. Elle a été retrouvée morte, elle a été incinérée. Je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus.